jusqu'à la fin, ouais, bon. Oui, oui. Ouais, bah oui. Ouais, sur le côté. Hein. Bah oui, oui, c'est ça, exactement. Ça s'arrête plus. Voilà. Oui, oui, oui. Ça dure un petit moment. Georges et Annie sont... Bonsoir. Bonsoir. Eux aussi. Bonsoir. Bonsoir. Installez-vous. Major, je vous cherche un peu. Michel, il y a de la place devant. Mais c'est comme à l'école. Jean-Pierre. Voilà, mais il y en a un autre. Jean-Pierre, il y a des places devant. Jean-Pierre.
Oui. Dans mon ancien métier, on les derniers rangs et on les met devant. On a un petit quart d'heure de décalage, mais je crois qu'on va pouvoir y aller. Bonsoir à tous. C'est toujours avec un très grand plaisir que nous organisons cette cérémonie des vœux, l'occasion pour tout à chacun de se saluer évidemment et de se souhaiter mutuellement le meilleur pour l'année qui commence. Je tiens à saluer tous les collègues élus qui ont fait cet effort de venir ce soir, effort qui n'en est pas vraiment un, puisque nous échangeons nos vœux à l'occasion des différentes organisations qui vont se dérouler dans la quinzaine qui suit, qui a commencé la semaine dernière, et je pense qu'on en a autour du 20 janvier, et donc on se retrouve très régulièrement entre élus et entre collègues à l'occasion de ce début d'année. Merci aussi aux services de gendarmerie et des pompiers, qu'on mettra à l'honneur plus spécialement demain, de leur présence ce soir. Je salue Marie Le Boterf, notre conseillère départementale, et j'excuse un certain nombre de collègues élus, et surtout les élus nationaux qui sont, pour une grande partie d'entre eux, retenus ce soir, parce que le département et le préfet nous font un petit peu d'ombre ce soir. Ils organisent en même temps que nous les vœux protocolaires, donc à la préfecture et au département. Donc la concurrence est compliquée. Donc merci à vous d'être là ce soir. Chères Puerlinoises et chers Puerlinois, il faut l'avouer, c'est vrai qu'il est difficile de trouver de quoi se réjouir dans l'actualité, qu'elle soit nationale et même internationale malheureusement. Depuis cet été, nous avons l'impression que beaucoup de choses se sont déréglées. Et quand j'évoque ce dérèglement, je ne parle pas du climat ou des effets du réchauffement climatique précisément. Je me suis rendu pour la première fois en novembre dernier au Congrès des maires à Paris. Et j'y allais tout d'abord par curiosité, mais surtout pour rencontrer les collègues qui ont les mêmes fonctions que la mienne. Et une fois n'est pas coutume, pour illustrer mon sentiment et pour introduire mes propos de ce soir, je vais citer quelques extraits que j'ai notés parmi les prises de parole et dans lesquels je me retrouve. Et les événements survenus depuis le mois de novembre n'ont fait que confirmer ce sentiment. Donc j'ouvre les guillemets. La France s'est enfoncée dans une crise institutionnelle qui condamne l'État à l'impuissance publique, alors que les attentes et besoins des Français n'ont jamais été aussi forts. Dans ce contexte, les communes sont une nouvelle fois appelées à jouer le rôle d'amortisseur social, d'acteur du redressement économique et de pôle de stabilité institutionnelle. C'est de nouveau sur les épaules des maires. On parle des crises successives, je vous parle du Covid et puis bien d'autres qui ont suivi depuis quelques années. Derniers élus ayant la confiance de la majorité des Français, que repose la charge de maintenir la cohésion nationale et d'assurer la pérennité des services publics du quotidien. Or, pour assurer ces missions et l'indispensable continuité des services publics locaux, les collectivités ont besoin de visibilité et de constance pour construire leur budget. J'arrête les citations, je ferme les guillemets, mais je voulais citer donc ce que j'ai entendu là et qui traduit vraiment mon sentiment et mon ressenti du moment. Donc suivent plusieurs références politiques, notamment sur la capacité qu'ont les communes, à l'inverse de nos élus nationaux, de travailler en permanence dans la recherche de compromis. Et c'est sans doute, de mon humble avis, un mode de fonctionnement dont l'État devrait s'inspirer. Donc je me reconnais plutôt bien en tant qu'élu local quand on parle des communes comme dernier rempart pour être en contact direct avec les problématiques des citoyens. Peut-on pour autant dire que la commune peut tout faire en matière d'offres de services publics, de commerce, de solidarité avec les plus fragiles? Bien sûr que non. Cependant, je considère que nous avons le pouvoir d'agir sur le bien-vivre ensemble. Cela passe par exemple par le soutien à la vie locale et au tissu associatif, par la construction et la mise à disposition d'équipements structurants, comme les salles de sport, les salles associatives ou polyvalentes. À Puerlin, nous avons cette chance
Les équipes municipales y œuvrent depuis plusieurs décennies avec cette volonté et cette façon de voir les choses. Vous avez vu défiler derrière moi le résultat de tout ce travail depuis toutes ces années. Donc c'est grâce à cela que nous avons la chance de disposer de nombreux équipements qu'il nous faut continuer d'améliorer. Notre équipe travaille dans cette direction en rénovant et en agrandissant la salle de sport. La charpente a été renforcée, ça doit suivre derrière, la toiture changée et l'agrandissement sur la partie ouest prend forme. Les prochaines semaines verront se succéder les interventions du second œuvre et tous les utilisateurs malheureusement de cette salle ont dû changer leurs habitudes, à commencer par un des utilisateurs principaux, le club de basket, le SPR, qui a dû déménager cette saison sur d'autres salles aux alentours. Alors, l'idée est bien sûr d'ouvrir la salle dès la saison prochaine. Je ne peux à ce jour garantir strictement le délai, mais on travaille, on met tout en œuvre pour que cette échéance soit respectée. Qui dit projet dit budget. On a monté ce projet près d'1 million d'euros de dépenses pour le budget communal. C'est loin d'être neutre. On vous affiche là l'ensemble des sommes mises en jeu. Donc ce million d'euros, il a été très largement soutenu par nos partenaires financiers. On va citer dans l'ordre l'État, enfin vous voyez le détail, la région, le département, Caisse-Tenbert Communauté, et le reste à charge pour les finances communales sera de l'ordre de 366 000 euros, c'est-à-dire 370 000 euros, soit 36% du montant total. Nous croyons que ces investissements nécessaires permettront à cet équipement de répondre aux besoins des 30 voire 40 prochaines années et permettront de faire naître de nombreuses générations de sportifs et de sportives. Autre investissement de cette année 2024, le cabinet médical. Il a été inauguré au mois de décembre. J'avais promis ici même, il y a 2 ans, mais c'était une promesse, de tout faire. L'équipe se mobilisait autour de ce projet de faire revivre l'offre médicale sur la commune. Nous y voilà. La démarche a été initiée, donc je vous dis, il y a moins de 2 ans. Et ce projet a pu prendre forme parce que les planètes, comme je l'ai dit lors de l'inauguration, se sont alignées. Le réseau de contacts, de partenariat appuyé du pôle de santé Légré ont permis cette issue favorable. Nous souhaitons la bonne installation donc à nos nouveaux médecins, le docteur Cadic et le docteur Ribeiro. Pour illustrer tout ce qui a pu se passer lors de la construction de ce chantier assez spectaculaire, on vous propose de visionner un petit film qui a été réalisé par Partition Architecture, qui est le cabinet d'architectes qui nous a suivis sur cette opération. Jean-Pierre Galudec, maire de la commune de Plurlin, commune de 1550 habitants. Nous avons entrepris ce projet de construction suite à 2 événements qui se sont passés les derniers mois. Le premier, l'événement malheureux, le départ de notre médecin, et plusieurs contacts qui ont été pris par des porteurs de projets à la recherche de locaux sur notre commune. Cette double demande nous a fait réfléchir à l'édification d'un bâtiment qui permettrait de répondre à ces 2 besoins très distincts. Donc nous avons entrepris de construire un bâtiment de 90 mètres carrés. À l'image du souhait de la mairie d'avoir une empreinte carbone le minimum possible, mais aussi vérifier par rapport au choix des entreprises, de prendre des entreprises locales qui sont tous du secteur, avec notamment la société à l'œuvre aujourd'hui, qui est la société Ecopaille, qui est basée à 10 km d'ici. Alors, le chantier il a démarré par un terrassement et une fondation réalisé par l'entreprise de maçonnerie. Et pendant ce temps-là, on préfabriquait en atelier tous les éléments qu'on voit qui sont assemblés les uns derrière les autres. Sur ce projet, on a la particularité de travailler sur une dalle bois, sur vide sanitaire. On a une isolation en fibre de bois sur 30 cm
Par-dessus, une chape au final pour recevoir le matériau de finition. Et les murs sont en paille, 36 cm de paille. On utilise aussi des cloisons de contreventement qui servent à bloquer un peu notre ouvrage. C'est un ouvrage qui va servir à reposer aussi la toiture dessus. Le projet il est assez simple en termes de volume, on a une toiture à simple pan et il s'intègre surtout sur la partie en fond de rue, sur la partie gauche, histoire de libérer le maximum d'espace sur la partie arrière, donc c'est un espace aujourd'hui végétalisé. Et dans l'idée, le projet est conçu pour avoir plusieurs travées qui peuvent s'additionner les unes aux autres à travers les murs ossature bois derrière nous, afin d'avoir une meilleure utilisation de l'espace et surtout une évolution potentielle du bâtiment en fonction peut-être du nombre de médecins ou des besoins futurs. Les 3 cellules qui vont composer ce bâtiment vont être des cellules modulables qui nous permettront d'accueillir, c'est notre souhait premier, des médecins pour refaire vivre une offre médicale sur la commune. Et si nous n'y parvenons pas, puisque rien n'est acquis en la matière, nous pourrons accueillir des porteurs de projets afin de pouvoir lancer ou continuer leur activité. Voilà pour cette illustration. Comme je l'ai dit plus haut, ces actions visent à consolider l'offre de services sur notre commune afin que les plurilinnois puissent en bénéficier, soit directement, soit par le biais des associations. Mais au fait, combien sommes-nous? Après la forte croissance des 20 dernières années, qui a vu Plurlin franchir le seuil des 1500 habitants, la dynamique semble s'estomper. Donc ce début d'année va nous permettre d'y voir un peu plus clair, puisque l'INSEE, l'Institut national des statistiques et des études économiques, nous demande d'organiser le recensement. Donc cette opération, présentée plus longuement dans les pages du bulletin que vous recevrez dans les prochains jours, commencera la semaine prochaine, le 16 janvier, et se terminera le 15 février. Donc nous avons recruté 3 agents recenseurs. Leur portrait voilà, est affiché. Chantal Gégaud, Ghislaine Tual et Jackie Gousset. Bon, je ne sais pas si on dit Ghislaine ou Guylaine, pardon. Guylaine. Voilà. Ils se sont vus confier chacun des secteurs, un ou 2 secteurs, sur la commune, afin de vous aider à compléter le fameux ou les fameux formulaires. Donc faites-leur bon accueil, je ne doute pas de ce qui pourra d'ailleurs arriver. Les enjeux de ce recensement sont importants pour la commune, car de nombreuses aides auxquelles on peut avoir le droit sont directement liées au nombre d'habitants. Et c'est aussi un indicateur fort pour conduire notre politique d'investissement ou tout simplement d'ajustement de nos services, de la taille des services par rapport à la population. Je reviens sur les services, puisqu'on a la chance de disposer de nombreux services à la population, d'écoles, de commerce, d'un cadre de vie agréable et d'un tissu associatif très actif. Et pour tout cela, notre commune demeure attractive. En 2024, donc, nous avons eu la chance d'accueillir 13 bébés et hélas, de voir partir 11 plurilinnois. Le solde naturel est certes positif, mais cela suffira-t-il à consolider notre population? On peut en douter. Donc pour parvenir à cette consolidation et permettre l'installation de nos jeunes ou accueillir de nouveaux plurilinnois, les projets d'aménagement font aussi partie des intentions municipales. 2 zones accueilleront à terme de nouveaux logements. Les parcelles qu'on appelle les parcelles Royer, en centre-bourg, qui sont aujourd'hui une vaste friche, prairie, ou friche plutôt, qu'il nous faut d'ailleurs entretenir. J'ouvre une toute petite parenthèse, le 25 janvier prochain, le comité biodiversité va organiser, vous savez qu'il y a un arbre qui est tombé sur cette parcelle depuis la tempête de la fin de l'hiver dernier, et donc on va essayer de travailler autour d'une opération pour valoriser le fût de ce chêne, qui est sans doute plus que centenaire, et c'est un vrai patrimoine de notre commune, on aimerait le valoriser. Donc si vous avez des idées, des propositions, n'hésitez pas de revenir vers nous pour nous en faire part. Donc je disais que ces parcelles, elles sont portées en termes de propriété par l'EPF, l'établissement public foncier de Bretagne, et puis on a aussi la parcelle des Baugets, qui est en direction de l'étang du Moulin Neuf, sur la gauche quand on descend.
Nos ambitions visent à permettre de se loger à tout âge de la vie. Que l'on vive seul, en couple, en famille, que l'on souhaite être locataire ou devenir propriétaire. On pourra choisir d'y habiter en maison individuelle ou en appartement. Alors dit comme ça paraît simple. Dans la pratique, il nous faut décider des types de logements à construire en fonction des profils des demandeurs et planifier les opérations pour qu'elles ne rentrent pas directement en concurrence. Paradoxalement, les deux zones peuvent effectivement se situer en concurrence l'une avec l'autre. Donc on va travailler avec l'équipe pour justement que les offres soient, sinon très différentes, en tout cas, puissent répondre à un maximum de situations, elles, différentes. Les autres facteurs importants relèvent de nos capacités, tout simplement, à pouvoir mener et encadrer ces projets, tant sur le plan budgétaire que de l'ingénierie, c'est-à-dire le suivi administratif et le suivi des dossiers. Et tout ça devra être supporté par les services communaux, élus et agents. Donc des recherches de partenariat sont en cours pour bénéficier de marge de manœuvre. Beaucoup de contacts sont déjà lancés ou pris. On va dire qu'on est dans une période un petit peu intermédiaire où il nous faut formaliser tout ça et finaliser ces fameux contacts. Et ça va représenter une grande partie de notre activité sur 2025. Ce qui est déjà acté, c'est qu'il y aura des terrains disponibles sur le site des Baugets à la commercialisation. On croise les doigts, je regarde quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, Gilda, je regarde aussi Céline, et on se dit que d'ici la fin de l'année, le calendrier semble tenable en termes de commercialisation. Pour ce qui est sur ce site, une particularité, nous envisageons d'aménager un quartier destiné au logement réversible. Considérant que ce type de logement peut être une réponse au problème justement de se loger, on a pris contact avec une association afin d'étudier la possibilité d'accueillir ce type d'habitat. Nous sommes également en réflexion avec un bailleur social qui s'appelle les Agents, là on peut le citer, le Clarpa, et également la commune de Limerzel, avec un projet d'un autre format d'habitat afin d'implanter une résidence en habitat partagé à destination des seniors. Donc c'est plutôt un projet qui pourrait s'installer dans le domaine, enfin dans les parcelles Royer. Voilà. Vous avez vu le plan sans doute précédemment de la parcelle des Baugets. Si on peut le remettre, s'il te plaît, Céline. Voilà. Vous avez le détail. Alors, tout ça est bien sûr disponible en mairie et va encore être affiné. Mais ce qu'il faut surtout remarquer, c'est le zonage. Il y a deux phasages déjà, un jaune et un bleu. Ça veut dire qu'on ne fera pas tout d'un coup. Et on réfléchit à l'implantation de petits quartiers dans l'ensemble de cette parcelle qui fait à peu près 2 hectares. Voilà, donc je termine en disant que sur tous ces dossiers, on en est aux phases de faisabilité. Pour faire allusion au dernier projet concernant l'habitat partagé senior, je me tourne vers notre représentant du département et lui dis tout simplement que le projet aujourd'hui il est suspendu à l'aide qu'on pourrait attendre du département sur ce type de dossier et qui traditionnellement peut accompagner ces projets dans nos communes. Parce que pour monter ces projets, il nous faut disposer de marge de manœuvre budgétaire. Et dans le contexte auquel je faisais allusion tout à l'heure, au début de mes propos, une information est venue largement nous perturber, nous élus locaux, puisque le département du Morbihan a annoncé qu'il faudrait faire sans lui pour l'année 2025. Quand on vous avait vu tout à l'heure sur la salle de sport que le département nous a apporté, de mémoire, c'est 30 et 35% de subventions, 35% sur la partie rénovation et 30% sur l'agrandissement. Ça représente plus de 400 000 €. Il est bien évident que sans cette aide, la commune de Plurlin n'aurait pas été en capacité de pouvoir monter un tel projet de rénovation et d'agrandissement. Donc les questions, Stéphane l'évoquait dans son discours d'hier à Rochefort, dans les mêmes conditions que les nôtres, de vœux, et je pense que c'est un sujet qu'on va entendre plusieurs fois dans les semaines qui viennent, parce que c'est une vraie préoccupation pour nous.
J'en suis où? Voilà. Donc, cette nouvelle donne, associée à un contexte économique que je rappelle peu favorable, nécessitera peut-être, ou sans doute, de prendre un peu plus de temps pour faire éclore en totalité ces deux projets. Mais je pense que chacun est en mesure de le comprendre. Pour 2025, dans la lignée des actions préconisées par notre commission énergie, nous allons continuer notre démarche visant à supprimer tout ce qui est mode de chauffage d'origine fossile, donc dans les bâtiments communaux. C'est pour cette année la chaudière fuel de la mairie qui est sur la sellette. Donc on va travailler là encore avec un partenaire, Morbihan Énergie, hein, dont c'est le cœur de métier, de soutenir les collectivités dans des choix, notamment en matière d'énergie, hein, comme le nom l'indique. Et donc nous allons travailler sur ce sujet dans ces premiers mois de 2025. Alors tout ça, ce sont des actions assez concrètes, mais en mairie, il se passe plein d'autres choses. Et je tenais ce soir à évoquer avec vous un sujet sans doute un petit peu plus mystérieux, c'est celui des assurances. Peut-être en avez-vous entendu parler dans les médias, parce que parallèlement à toutes ces actions, c'est des dossiers qu'il faut mener pour mener le bon fonctionnement de notre collectivité. Eh bien, cette année, on a dû renégocier nos contrats qui arrivaient à terme, comme beaucoup de collectivités hein, de toute taille, y compris à la Comcom. Hein. Ce ne fut pas simple, car pour commencer, une seule compagnie a bien voulu répondre à l'appel d'offres. Alors, comme vous savez, faire de la concurrence quand il n'y a qu'un retour à l'appel d'offres, c'est plus compliqué. Et ensuite, il a fallu purger toutes les réserves, et même les plus anodines, hein, qui couraient à travers les contrôles de ces fameux organismes hein, qui nous suivent pour la maintenance de nos locaux. Ce qui était toléré jusque-là ne l'est dorénavant plus du tout. Et quand on dit plus du tout, c'est que la moindre ligne qui apparaissait, pas en rouge, hein, en orange, voire en vert clair, a suffi pour ne pas pouvoir souscrire de contrat. Donc on s'est démené hein, depuis le printemps dernier pour mettre tous nos bâtiments, mais pour le coup scrupuleusement en rapport et en règle vis-à-vis de ces contrôles. Et il nous a fallu intervenir au niveau électrique notamment dans toutes les salles, l'ancienne école, la cantine, voilà, l'église et même la salle Françoise d'Amboise. Pourtant vous savez qu'elle a été inaugurée il y a moins de 5 ans. Il nous fallait faire vite, eh bien, afin de pouvoir continuer à utiliser tous nos équipements. Parce que ouvrir un bâtiment et des locaux sans assurance, évidemment, aucun maire ne prendra ses responsabilités. Donc je vous assure et je vous rassure, nos bâtiments vont continuer à pouvoir accueillir les activités, y compris nos enfants à la cantine. On comprend que ça aurait été un peu dommage. Alors on va sortir des bâtiments, même si les images ne vont pas le démontrer précisément, et on va parler seulement des enfants de l'école. Les enfants de l'école, ils fréquentent le restaurant scolaire, ont vu un changement à la rentrée, un changement important, puisque la commune a embauché une directrice et un animateur pour prendre en charge leur temps du midi, ce qu'on appelle la fameuse pause méridienne. Alors cette nouvelle organisation a permis de séparer les enfants en deux groupes, les plus petits puis les plus grands. Ces derniers mangent un peu plus tard et se voient proposer un temps d'animation pendant le repas. Alors, je ne sais pas si Chloé est arrivée. Elle avait l'intention de venir ce soir. Je ne vais pas la mettre en difficulté, de lui dire de se lever si elle est par là. Mais voilà, c'est Chloé Titouan qui assure, Chloé en tant que directrice, et Titouan en tant qu'animateur, qui assure ce temps de prise en charge des enfants le midi, en plus des ASEM de l'école et de l'IDI hein, de la commune, comme ça se faisait plus traditionnellement. Donc si ce temps de repas est plus apaisé et permet aux plus petits comme aux plus grands de manger dans de meilleures conditions, le bénéfice est surtout dans le fait que tous les élèves reprennent les cours plus calmement, et ce n'est pas Stéphanie, la directrice de l'école, qui pourra dire le contraire. Ce sont donc vraiment des conditions améliorées pour les apprentissages de l'après-midi. Alors nous continuons à travailler, hein, puisque c'était quelque chose qui s'est mis en place dans le courant de l'été, et on continue à travailler sur cette tranche horaire avec l'idée que l'on peut encore améliorer les choses. Je vais parler d'un autre sujet qui nous préoccupe au sens on doit y intervenir très souvent. Et je vais parler précisément du cimetière. Vous avez aperçu que l'herbe prend facilement le dessus, hein, comme dans nos jardins ou au bord de nos routes. Et la météo de ces dernières saisons n'a fait qu'accentuer ce phénomène.
Alors ça nous dérange, hein, les uns les autres, de voir nos tombes attaquées par cette végétation incontrôlée. Les travaux d'aménagement réalisés il y a plusieurs années ont facilité très largement les déplacements et ont donné un vrai coup de jeune à ce lieu qui est très fréquenté. Aujourd'hui, sa gestion est pourtant très compliquée. Et puis, vous imaginez bien, demander au service technique d'être tous les 8 jours ou tous les 15 jours à enlever l'herbe dans le cimetière, on ne peut pas en arriver là non plus. Donc, on a des obligations qui sont qu'on ne peut plus utiliser de pesticides. Et donc, que faire? Donc, il faut accepter d'abord que nous ne pourrons plus faire la chasse à ces herbes folles comme avant, mais il faut aussi nous habituer à avoir justement et verdir un petit peu plus nos allées. Alors, quand je dis ça, ça ne va pas devenir une prairie non plus, hein. Et on ne va pas tout laisser pousser, mais on va essayer d'aller vers ce qu'on appelle une gestion différenciée de ces espaces. Donc, on va faciliter l'entretien de ces espaces par le passage d'engins, et puis on va essayer de minimiser les interventions manuelles. Jusque-là, avec cet objectif à terme de faire évoluer les habitudes et nos pratiques, je tiens à remercier les bonnes volontés qui œuvrent plusieurs fois dans l'année au désherbage justement du cimetière. Autre point de nouveauté, qui est là encore un travail qui est mené en mairie par tous nos services et qui a vu son point de départ à partir de l'incendie survenu l'année dernière sur les Grès au mois de septembre et qui a mis en évidence la nécessité d'organiser nos services en cas de sinistre. Donc on s'est mis au travail, et on s'est lancé dans la réalisation de ce fameux plan communal de sauvegarde. Compte tenu des risques, on avait l'obligation de le mettre en œuvre pour l'été dernier. On fait partie du périmètre des Landes de Lambeaux, hein, les pompiers le connaissent bien. C'est un périmètre sensible, et comme une partie de notre territoire est dans ce périmètre sensible, on avait l'obligation de réaliser ce PCS. Je fais toujours allusion, quand je parle de l'événement de l'incendie, à une remarque que c'était un lieutenant-colonel, je crois, si je me souviens des barrettes qu'il avait sur le côté, des pompiers, et qui, à 17h, me dit bon, monsieur le maire, mettez en œuvre votre PCS. Je dis quoi? Bon. Donc ça m'a un peu interpellé, et on s'est bien rendu compte que mettre par écrit tout ce qu'on est censé faire lorsqu'il y a une situation de crise peut nous aider justement à prendre les bonnes décisions et les faire avec un petit peu plus je cherche le mot, avec un petit peu plus de pertinence et de réactivité. Voilà, merci de m'aider. Je ne l'avais pas écrit. Jusque-là, on a donc tous les services municipaux sont mobilisés, mais on a besoin aussi, pour la phase d'alerte notamment, de faire appel à la population. Et on a lancé un appel, on a 25 personnes qui jusque-là se sont manifestées, et puis on peut continuer à accueillir une bonne dizaine, voire quinzaine de personnes, afin que justement cette phase d'alerte puisse être gérée dans des meilleures conditions, le jour où malheureusement on aurait à déclencher ce fameux PCS. Alors j'ai évoqué le dynamisme de notre commune sur le plan associatif, et je voudrais, dans cette dernière partie de ce discours de ce soir, évoquer tous les événements, la richesse des événements qui se déroulent tout au long de l'année, et ceux qui se sont déroulés notamment cet automne. En plus du calendrier traditionnel très riche, vous le découvrez là aussi dans le bulletin, j'en ai repéré quelques nouvelles. Il y a eu le rallye photo de septembre, qui était une proposition nouvelle dans notre calendrier. Il y a eu aussi les soirées théâtre, les soirées cabaret, la salle Françoise d'Amboise, des concerts dans l'église, et puis sans oublier le temps de repas et le temps de convivialité du repas de Noël. Et je ne cite évidemment pas toutes les autres propositions qui sont présentes dans notre agenda classiquement. Alors tout cela témoigne de la vitalité de nos associations et des services communaux. Il s'est passé aussi plein de choses à la médiathèque, et je vous encourage, comme j'ai pu le faire déjà l'an dernier, à vous y rendre. Ce n'est pas un lieu où on ne fait que lire ou proposer de la lecture, il y a aussi des propositions un peu plus larges sur le plan culturel. Donc merci à tous ceux qui s'impliquent dans l'organisation de ces événements et aussi à ceux qui y participent. On aura un autre exemple tout à l'heure de l'implication des Plurlinois et des forces vives de la commune avec la proposition qui vous sera faite. Les petits toasts ont été préparés ce matin par une équipe d'une vingtaine de bénévoles pilotée par l'association Les Toqués. Donc vous écouterez tout à l'heure, mais je voudrais que vous les applaudissiez déjà pendant que...
en fin d'année, et c'est encore d'actualité, les illuminations mises en place par nos services, créées par nos services et mises en place au début décembre pour les fêtes de fin d'année. Alors, j'ai entendu dire qu'elles étaient à l'origine de la forte augmentation du trafic, de la circulation dans nos rues, et même ça a pu gêner l'accès à Rochefort-en-Terre. Donc je suis désolé Stéphane de ces inconvénients. Voilà, plus sérieusement, je remercie chaleureusement l'ensemble de l'équipe municipale, élus bien sûr, mais aussi agents, qui se démènent et par leur implication dans la mise en œuvre des actions dans la commune et sur la commune au service des plus démunis. Je remercie particulièrement Marie-Pierre, mon épouse, à qui j'impose quelquefois des longues soirées, et je la remercie aussi pour sa compréhension, sa patience et sa capacité d'écoute. J'associe les membres du conseil et les agents communaux aux vœux que je formule à chacun d'entre vous et à vos familles, des vœux de santé, de joie, de source de joie, et qui vous permettent la réalisation des projets qui vous sont les plus chers. Je vous remercie et très bonne année 2025. La commune essaie de faire plein de choses, mais il y a, j'allais dire au-dessus, en tout cas une collectivité dont on dépend, qui est d'ailleurs affichée tout en haut à droite, là, qui est Caisse Envers Communauté. Je remercie les représentants du CIS et Stéphanie, la directrice, d'être présents ce soir. Et je crois que c'est Stéphane qui va nous dire un petit mot au nom de Patrice, son président. Merci Jean-Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Je vais passer la présentation protocolaire, elle a été faite. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet, dans le discours. Donc c'est une première pour moi de vous présenter les vœux de la communauté en tant que voisin. C'est un plaisir de venir à Purlin. J'ai compris pourquoi j'avais des difficultés cet hiver, donc je suis rassuré. Vous m'entendez pas? J'ai le micro. Ouais, j'ai une voix qui ne porte pas. Mais comme j'avais un micro en face de moi, je pensais que vous entendiez au fond. C'est mieux maintenant? D'accord. Ouais, mais je vais le manger si je me rapproche. Mais c'est vrai que j'ai un problème avec les micros. Donc je vais vous présenter les vœux de la communauté de communes, mais au-delà de vous souhaiter une bonne année et puis une bonne santé, je vais vous parler des compétences de la communauté, parce qu'il y en a beaucoup. Donc l'action communautaire, elle est multiple, elle a un large champ de compétences, je vous l'ai dit, c'est assez large, ça va du ramassage des ordures ménagères à celui de l'action économique, sans oublier l'aménagement du territoire, on va en reparler tout à l'heure, la culture, mais je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a quand même beaucoup. Elles ont un point commun, c'est d'être transversales et de porter des actions dont la finalité est d'améliorer la vie au quotidien, et que la vie au quotidien. Caisse Envers Communauté, c'est 13 communes. Sa dimension modeste pourrait laisser penser que c'est une taille qui est beaucoup trop petite, mais en fait non, au contraire, elle permet d'être réactive, d'être solidaire et d'être efficace. C'est beaucoup plus facile de se parler à 13 communes qu'à 30 ou 40, par exemple. Et on en connaît autour de nous qui ont cette dimension-là, et on connaît les difficultés qu'elles ont pour mener à bien leur projet. Elle permet aussi, cette taille modeste, d'atteindre une taille suffisamment critique pour porter des projets sur le plan financier, évidemment, sans laquelle nous ne pourrions pas les mener à bien. Alors, le curseur de cette mise en commun, elle a été très très forte dans la communauté, puisqu'on a même mis en place un PLUI intercommunal sur l'ensemble du territoire. Et ça, toutes les communautés ne l'ont pas fait encore. Certaines commencent et d'autres n'y pensent même pas. Alors, je devrais vous dire que, en fait, on a poussé le curseur trop loin, ou très loin,
Et vous le savez certainement, mais le PLUI intercommunal donc, a été annulé par une décision de la Cour d'appel de Nantes au mois d'avril 2024. Et on est obligé de tout recommencer à zéro. Alors ce jugement de la Cour administrative d'appel a été une surprise totale pour nous, il faut le reconnaître. Et ça révèle que tout est dans les détails. Que dans la rédaction d'un document de cette nature, un seul mot, et j'allais dire en l'occurrence un seul chiffre, peut mettre tout à plat. Et c'est ce qui s'est passé. Il faut donc recommencer l'exercice, et c'est certainement un mal pour un bien. Le nouveau document que nous allons élaborer, que nous avons commencé à élaborer, au moins à discuter, prendra en compte les nouvelles obligations de la loi climat et résilience. En matière de sobriété foncière, vous en avez entendu parler, le zéro artificialisation nette, c'est une réalité aujourd'hui qui va s'imposer à toutes les collectivités, et on va devoir faire avec, et on va devoir travailler pour moins consommer d'espace. C'est l'enjeu de demain. Mais la préservation des ressources, ça va bien au-delà de la consommation foncière. Tous les jours ou presque, vous entendez, on entend que les températures augmentent, que le climat se dérègle, que si rien n'est fait rapidement, demain il sera trop tard et on ne pourra pas revenir en arrière. On parle d'une augmentation de 1,5 degré. Alors ça paraît peu comme ça, mais les dégâts sont irréversibles dans certaines zones déjà aujourd'hui. La fonte de la banquise, c'est une réalité. C'est pourquoi la communauté a pris à bras-le-corps cette problématique et s'est engagée à fond dans la mise en place du plan climat, air et énergie, que vous connaissez aussi sous le sigle PCAET. Alors, ce PCAET a pour objectif de réduire nos impacts ou nos activités sur la disponibilité des ressources, puisque si on a des activités, forcément on consomme. Réduire l'impact de ces activités sur le climat et de s'adapter à ce changement dont je vous parle, dont je vous ai parlé, qui est déjà sensible dans beaucoup de régions et de territoires. Alors, je ne vais pas vous détailler l'ensemble des 32 fiches actions de ce plan, mais retenez simplement qu'elle nous engage tous et que chacun, à son niveau, quel qu'il soit, toutes les actions individuelles que nous portons, que nous faisons, ont un impact sur les objectifs de ce plan. Et Jean-Pierre en parlait tout à l'heure avec le changement de chaudière à la mairie. C'est exactement ça. Le changement de chaudière à la mairie va permettre d'atteindre un des objectifs, ou va contribuer à atteindre un des objectifs de ce plan climat, air, énergie territoriale. Alors je citerai qu'un projet qui symbolise ce travail commun, c'est l'appel à projet citoyen récolte dont vous avez peut-être entendu parler. Donc 6 acteurs locaux ont été récompensés pour la qualité de leurs propositions et actions en faveur des transitions et de l'environnement. Ils vont être aidés financièrement pour une enveloppe totale de 15 000 €. Des propositions aussi diverses que la plantation d'un verger participatif ou la conservation de semences céréales locales, qui seront un enjeu, la conservation des semences sera certainement un enjeu de demain, ont été salués. L'énergie et la dynamique du territoire reposent donc plus que jamais sur l'intelligence collective, sur les actions collectives et pas individuelles, ou la somme des actions individuelles plutôt, et pas seulement sur les actions de la communauté. La communauté, elle peut faire, mais elle ne peut pas faire toute seule. Donc elle a besoin de tout le monde. Et l'action communautaire, évidemment, elle a eu lieu en 2024, a continué en 2025, et les actions sont encore nombreuses en 2025, mais je ne vais pas non plus toutes vous les citer. Mais je vais rappeler les principales. L'action économique, c'est l'une des compétences fortes de la communauté. Alors, il y a plusieurs modes d'opération. Il y a les aides directes qu'on attribue aux commerçants, aux artisans, aux agriculteurs. Les commerces de Purlin en ont bénéficié et pourront en bénéficier. Et il y a des aides indirectes, comme l'accompagnement à la transmission, par exemple, des terres agricoles. C'est une thématique qu'on met en place à la communauté de communes. Je ne suis pas confronté à cette problématique à Rochefort-en-Terre parce que je n'ai pas un agriculteur sur le territoire communal. Mais pour en entendre parler assez souvent, je sais que c'est un sujet qui est sensible,
car elle comporte des enjeux économiques, patrimoniaux et paysagers. Donc c'est une problématique qui va rentrer pleinement dans les compétences de la communauté de communes à partir de 2025. L'action économique, c'est aussi le développement des zones économiques. Donc cette année, va être créée la zone d'activité de Lauzac, de la Haye. C'est un gros projet ambitieux de plusieurs millions d'euros. Alors vous pourriez penser, ou vous pouvez peut-être penser, vous avez le droit de le penser, que pourquoi créer une zone d'activité à la Haye, à Lauzac, puisqu'il y a encore des terrains à vendre dans votre commune, sur la zone de la Nuée. En fait, cette zone d'activité à la Haye ne s'adresse pas du tout aux mêmes entreprises ou à la même taille d'entreprise. Et elle participe à faire venir des entreprises, donc à créer de l'emploi, évidemment, et à créer de la richesse et des recettes fiscales, notamment. Il faut savoir que les entreprises sont les principales contributrices au budget intercommunal. C'était déjà le cas avant la suppression de la taxe d'habitation, et ça allait encore plus aujourd'hui, puisque la taxe d'habitation était remplacée par une fraction TVA. Donc la communauté perçoit de la TVA sur l'activité économique. Donc la part des recettes fiscales dans le budget communautaire aujourd'hui, c'est plus de 50%. Et ces recettes viennent de l'entreprise. Donc elles sont essentielles, comme je l'ai dit, pour faire fonctionner la communauté au quotidien, mais elles sont essentielles également pour financer les investissements. Sans ces recettes-là, on ne finance rien. Je vais prendre qu'un seul exemple. C'est la compétence d'ailleurs de Jean-Pierre, qui a cette vice-présidence, c'est la construction du pôle social, qui a commencé au mois de décembre, et qui va continuer jusqu'en 2026, parce que la livraison est prévue en 2026. C'est un projet financier très lourd également, plus de 3 millions d'euros. Et ça permettra à terme de regrouper l'ensemble des services petite enfance de la communauté, services information jeunesse également, et le centre social La Maison de Peuple. Donc c'est vraiment un projet ambitieux, porté par les 13 communes, et comme je l'ai dit tout à l'heure, la taille des 13 communes permet de financer cet investissement sur le monde. Alors, je l'ai rappelé en début de discours, les compétences communautaires sont multiples, j'en ai rappelé quelques-unes. Maintenant, moi, je vais vous parler de la mienne. Alors, je le fais en tant que vice-président au tourisme, mais aussi en tant que maire de la commune voisine de Rochefort. Alors, j'imagine que vous avez dû me maudire pendant les 5 semaines qui viennent de se passer. Et je voulais vous dire que je peux le comprendre, parce que il y a énormément de monde à venir dans la commune pendant ces 5 semaines. Je l'ai rappelé hier, il y a eu plus de 200 000 passages dans la commune pendant ces 5 semaines. Alors, on met tout en œuvre pour limiter au maximum les désagréments que vous pouvez subir, notamment les week-ends, moins la semaine mais les week-ends. Alors, on a mené une campagne de communication avec Nicolas Jean, le directeur de l'Office de tourisme, qui est en face de moi. Cette campagne de communication a été efficace, puisqu'on a eu moins de monde sur certains week-ends. On n'a pas explosé comme l'année dernière, où il y a eu vraiment un week-end où il y avait plus de 12 000 personnes. Donc on a eu moins de monde le week-end. Alors c'est relatif, parce que c'est minime, il y a eu quand même plus de 10 000 personnes les samedis et dimanches. Mais on a eu plus de monde en semaine. Alors j'espère que ça ne vous a pas trop gêné en semaine. Et je sais que certains week-ends, on est juste garé ici, on a occupé toutes vos places de stationnement et largement au-delà. Donc je voulais donc vous remercier ce soir, j'en profite, pour votre compréhension et pour avoir mis à disposition une nouvelle fois vos places de stationnement. Parce que c'est important pour nous et c'est important pour les visiteurs, pour les touristes qui viennent. Alors j'espère néanmoins que vous profitez en famille de ces illuminations, parce que le village est quand même beau, c'est pour ça que les gens viennent. Et je sais que vos gobelets de tourisme ont fait le plein car ils profitent pleinement de ces animations. Il y en a 29 sur votre territoire, ça représente 138 lits. C'est pas négligeable, c'est quelque chose d'important à l'échelle de votre commune, évidemment. Et j'imagine que les unités touristiques représentent des milliers de lits sur l'ensemble. Je
pense aussi que vos commerces bénéficient de la dynamique touristique de Rochefort, évidemment, puisqu'il y a des visiteurs, donc ils consomment également, ils vont rester alors, dans les gîtes ou dans les meublés touristiques, et ils vont forcément consommer à un moment donné sur le territoire et sur le vôtre également. Je pense aussi que vous bénéficiez, j'espère, de la dynamique d'un investissement communautaire qui a été très lourd par le passé. Je veux parler du domaine du Moulin Neuf et de la base de loisirs que vous connaissez également, qui s'appelle le Moulin Neuf Aventure. Les hébergements du domaine, il y en a quand même plus d'une quarantaine, donc génèrent forcément des ressources pour votre collectivité. Donc je voulais vous dire cela, c'est que le tourisme, ça a des inconvénients, ça a des contraintes, mais ça a aussi des avantages, ça fait vivre le territoire et ça participe à une croissance économique et, j'allais dire, au bénéfice de vos commerces qui sont importants et qui aident peut-être d'ailleurs à maintenir les commerces que vous avez dans votre village. Alors le domaine du Moulin Neuf et Moulin Neuf Aventure, cette base de loisirs, c'est pas simplement un équipement touristique. On le rappelle régulièrement avec Nicolas, c'est un équipement à destination de tout le territoire. Et pour le territoire, pour les habitants, donc pour vous. Je vais prendre simplement deux exemples. La rénovation de l'aire de jeu que vous connaissez, ça représentait un coût de 100 000 €. Pour la commune de Purlin, ça aurait été difficile de supporter cet investissement. Mais comme je l'ai dit, la dimension de la communauté le permet. Donc 100 000 €, ça a permis de rénover l'aire de jeu qui existait. Elle est très chouette, elle est très fréquentée. Donc j'espère que vous amenez vos enfants et vos petits-enfants sur cette aire de jeu qui est, vous êtes les plus proches de cet aménagement. Et je citerai un autre exemple, c'est le chèque activité qu'on a mis en place au sein de Morbihan Tourisme, de Rochefort en Terre Tourisme plutôt, Morbihan Tourisme au-dessus, Rochefort en Terre Tourisme, donc chèque activité pour que les enfants puissent aller au Moulin Neuf, faire de la tyrolienne ou faire du parcours dans les arbres. J'ai regardé le taux d'utilisation de ces chèques activité pour votre commune, donc c'est 35%. Ça signifie que sur les 115 chèques qui ont été distribués, 41 enfants de la commune ont bénéficié ou ont profité de l'espace du Moulin Neuf Aventure. C'est pas négligeable, c'est un taux qui est supérieur à la moyenne, du fait de la proximité de la commune, évidemment. Mais par contre, on peut largement faire au-delà de ce taux d'utilisation. Moi, je vous invite pleinement à en profiter, c'est gratuit. Et on pourrait atteindre, alors peut-être pas les 100%, mais largement au-dessus de 50%. C'est faisable. Et je vous invite vraiment à profiter de ce dispositif, parce que, je l'ai dit, je le répète, cet aménagement n'est pas que pour les touristes, c'est un aménagement pour les habitants, donc pour vous. Donc j'arrive au terme de ce discours. Vous avez compris que la communauté, c'est 13 communes, c'est des compétences multiples, c'est des actions qui sont à destination du territoire. Ce sont des défis, des projets qui ne manquent pas, mais qu'on peut réaliser qu'ensemble. C'est vraiment le sens du mot communautaire, c'est on est ensemble. Donc je vous souhaite en mon nom, mais pas qu'en mon nom, en nom du président, en nom du personnel communautaire et de l'ensemble des élus communautaires, une excellente année 2025. Et j'espère qu'elle sera la plus sereine et la plus heureuse possible pour vous. Merci. Merci Stéphane d'avoir évoqué l'ensemble des projets qui sont menés sur le territoire de Castendar Communauté. Marie va terminer ses interventions au nom du département. Merci Marie. Bonsoir à toutes et tous. C'est toujours plaisir de voir des salles pleines. Et ça fait très plaisir d'être à Pleuherlin, parce que la dernière fois, ironie du sort, je devais être là à l'inauguration de la maison médicale et j'étais clouée au fond de mon lit. Merci, cher Jean-Pierre et le conseil municipal de cette invitation.
Je tiens à excuser Boris Le Maire, mon binôme, qui est à l'Imerzel de son côté, puis qui était avant aux vœux protocolaires du département et de la préfecture. Ces rendez-vous annuels restent une belle opportunité de venir à votre rencontre, habitants du territoire. Comme à notre habitude, je vais vous présenter rapidement les actions du département qui restent parfois mal connues. Toujours investis et passionnés par le mandat qui est le nôtre, nous essayons de nous mettre à votre disposition dès que cela est possible, que vous soyez élus, associations ou citoyennes ou citoyens du territoire. Nos 3 réunions annuelles cantonales avec vos élus municipaux sont l'occasion d'échanger autour des thématiques qui sont celles de vos communes. Nous tenons ici à témoigner de l'engagement et de l'investissement qui sont les leurs pour faire de votre commune un territoire accueillant et à l'écoute du plus grand nombre, avec l'intérêt général au cœur de leurs préoccupations. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, en plus de nos réunions territoriales, nous avons également renouvelé nos permanences dans chacune des 16 communes du canton et nous vous invitons à venir nous y rencontrer. L'instabilité parlementaire et gouvernementale plonge une partie des citoyens dans une inquiétude forte. Les efforts demandés par l'État aux collectivités locales, que ce soit les communes, les agglomérations, les départements, les régions, alors qu'elles ont l'obligation de présenter des budgets à l'équilibre, ne pouvaient que provoquer un sentiment d'injustice auprès des élus locaux. Pour le département, l'année 2025 sera marquée par une première depuis de nombreuses années. Une année durant laquelle le budget verra s'effriter ses recettes et multiplier ses dépenses contraintes. Avec un retour des droits de mutation à titre onéreux, DMTO, au niveau de ceux de l'année 2018, cela représente une baisse des recettes de près de 55 millions d'euros, c'est-à-dire 6% des recettes. Dans le même temps, les besoins de financement pour l'aide personnalisée à l'autonomie, l'APA pour les personnes âgées, et de la prestation compensatoire du handicap, la PCH, ainsi que le revenu de solidarité active, le RSA, nous amènent à une hausse des dépenses de 20 millions d'euros, c'est-à-dire 3% de plus. Dans ce cadre budgétaire à la fois difficile et très incertain, la majorité départementale a présenté le 16 décembre dernier un budget qui se resserre autour des politiques publiques spécifiques au département. La conséquence majeure, et Jean-Pierre en a parlé, est la suspension de nombreux dispositifs de subvention à l'investissement des communes. Le programme de solidarité territoriale, environ 39 millions d'euros par an, va être gelé en 2025. L'aide à l'entretien de voirie est lui aussi suspendue, ainsi que les subventions au développement des mobilités douces. La politique très généreuse des temps passés est donc suspendue à des temps meilleurs, comme l'a dit le président Lapartien. Alors, Jean-Pierre, tu as fait une première cette année, tu es allé au salon, au congrès des maires. Moi, j'ai fait une première aussi cette année en tant que conseillère départementale. Je suis allée aux assises des départements de France à Angers. Et même si la situation se tend pour notre département, le Morbihan, je peux vous assurer que certains départements sont beaucoup plus inquiets, parce qu'ils ont à peine de quoi financer leurs dépenses contraintes, ce qui n'est pas notre cas. C'est pourquoi, dans ce cadre de conditions un peu plus compliquées, le groupe minoritaire à laquelle nous appartenons a proposé de revoir le dispositif d'aide aux communes plutôt que de l'annuler pour 2025, en prenant notamment en compte les plus fragiles d'entre elles, qu'elles soient plus petites ou tout simplement moins riches. Le rôle d'amortisseur dans les politiques de solidarité que porte le département est crucial au moment même où les difficultés que vous pouvez vivre augmentent. Les plans sociaux et licenciements que connaissent les grandes entreprises du territoire, Yves Rocher, Michelin, Sodial a fait la presse, a eu son article cette semaine, vont meurtrir nos communes et leurs habitantes et habitants. Ces subventions envers les communes, par leur effet levier, permettaient d'investir dans les équipements publics, procurant ainsi de nombreux emplois dans les entreprises locales, petites ou plus grandes. Nous avons alerté le président et sa majorité sur le risque de ralentissement économique que font peser ces décisions brutales. La production de logements aidés, bien qu'ambitieuse, ne suffit toujours pas à combler les demandes, que ce soit en zone urbaine ou rurale. Les enjeux du vieillissement de la population, bien que bien documentés dans le schéma de l'autonomie,
tarde à être pris en compte de manière forte dans l'organisation et ses moyens. À ce propos, nous tenons à mettre en lumière une réforme importante qui est à l'œuvre depuis 1 an. Il s'agit du rapprochement des services de soins infirmiers à domicile, les SIAD, et les services d'aide et d'accompagnement à domicile, les SAD avec 2A, pour en faire une structure unique qui s'appellera les services d'autonomie à domicile, SAD. Un seul mot. Si l'objectif est louable, une meilleure coordination et un guichet unique pour les bénéficiaires de l'aide au maintien à domicile, la méthode de travail proposée par le Conseil départemental et l'Agence régionale de santé ont créé et créent encore de nombreuses inquiétudes et tensions chez les personnels des ADMR, SAD publics et SIAD rattachés à des EHPAD. Le risque que nous avons mis en lumière auprès de la majorité de droite du département est la perte de proximité avec les aînés qui veulent rester le plus longtemps possible à domicile et dans des conditions optimum. Nous serons vigilants dans les réunions de travail qui auront lieu durant l'année 2025, dans la mesure où nous siégerons peut-être, nous l'espérons, dans ces futurs dispositifs que seront les groupements de coordination des services médico-sociaux, afin qu'usagers comme professionnels y trouvent le plus de confort possible dans leur quotidien. Il y a 1 an, David Lapartien annonçait la fin du projet de 2x2 voies sur la RD 775 et prévoyait un travail de sécurisation sur les intersections. La baisse des investissements risque de faire prendre du retard sur ces travaux nécessaires. Nous resterons vigilants sur ce point. Des annonces peu réjouissantes cette année, nous en avons bien conscience, mais faites avec transparence et sincérité de notre part. Notre travail à vos côtés sur le territoire est riche de rencontres et d'échanges. Nous avons conscience des difficultés rencontrées par toutes et tous et continuerons de porter un regard, des propositions différentes au sein des commissions départementales dans lesquelles nous siégeons, afin d'améliorer le quotidien des Morbihanaises et Morbihanais. Dans le cadre du portrait de territoire que l'INRAE nous a dressé en 2023, suite au diagnostic agraire de Véronique Lucas, le territoire de Questembert Communauté porte dans son histoire une longue habitude de collaboration, de solidarité et d'entraide. Face aux défis qui se profilent et au regard de toutes les énergies que je perçois dans votre commune et dans les communes voisines, je suis optimiste quant à notre capacité à traverser l'année 2025 et les suivantes. Et je pense que Simon Husenat, sénateur, m'en voudra pas de lui piquer les propos qu'il a tenus à l'arrêt dimanche matin en disant que les éclaircies venaient souvent du territoire. Au nom de notre binôme de conseillers départementaux, je vous présente nos vœux et j'espère que cette année sera remplie de moments de bonheur, de joie, d'épanouissement et d'accomplissement. Je vous remercie. Merci Marie, et je ne doute pas que vous ferez tout ce que vous êtes en mesure de faire pour qu'on puisse espérer quelques petits subsides pour nous aider dans la mise en place de nos projets. Mais bon, ça ne dépend pas que de vous, on est bien conscient. Nous approchons de la fin de cette cérémonie et j'ai beaucoup évoqué tout à l'heure la nécessité de privilégier le bien vivre ensemble au sein de notre commune et dans notre quotidien. Et pour y parvenir, il n'y a pas que des acteurs communaux qui agissent et qui y contribuent. Aussi, à l'occasion de cette cérémonie, on a souhaité mettre à l'honneur quelques Pleuhalinois qui, par leur implication ou leurs actions dans la vie locale, ont largement participé à entretenir cet état d'esprit. Alors, dans ce genre d'exercice, le seul risque, c'est justement d'oublier quelqu'un. Mais on va prendre ce risque et la commission qui a initié cette mise à l'honneur se fait fort de pérenniser ces événements afin que justement on n'oubliera personne au bout du compte. Je laisse la parole à mes collègues et je vais appeler d'abord Annie et Georges Pédron. Je vais leur demander de se rapprocher du micro, comme on dit. Voilà. Et c'est Isabelle qui va rappeler la façon dont Annie et Georges s'impliquent et se sont impliqués sur la commune. C'est impressionnant.
à tous. Donc Georges et Annie, 50 ans de vie pleurlinoise. Depuis mars 1975, leurs racines se sont fortifiées au village de Carguillotin avec leurs 3 enfants qui y ont grandi. Service et engagement ont été leurs maîtres mots qui ont guidé leurs années de vie commune, grâce aux liens qu'ils ont vécus dans le village, la commune, les communes environnantes et plus loin. Annie a travaillé à l'école primaire de la commune de 1976 à 2003. Georges a été conseiller municipal de 1977 à 1983, durant le mandat d'Alain Mille, puis 2 mandats de premier adjoint de 1983 à 1995 avec Pierre Fréhoux. Il a aussi été conseiller au CIBOM pendant ces 12 années. Georges a été secrétaire de l'équipe de foot de la Gentienne pendant 10 ans, de 1976 à 1986, tout en étant accompagnateur des équipes de jeunes lors des championnats. Annie accompagnant les équipes jeunes du basket à partir de 1984, avec la création de l'ESPR et la construction tant attendue et bienvenue de la salle des sports, après avoir joué des années sur le terrain de l'ancienne école par tous les temps. En 1983 commence l'aventure de la course du Moulin Neuf, qui a accueilli chaque été, pendant 20 ans, des centaines de coureurs qui appréciaient tant les circuits de notre secteur. Georges en a été le président, consacrant une bonne partie de son temps de vacances d'été à cette organisation. Cette course mobilisait une bonne équipe de bénévoles et a créé dans la commune une belle énergie. Speaker lors des organisations des courses à pied, Georges apprécie les animations au micro. Il n'a pas manqué d'apporter son aide à l'animation de la fête du pain dans ce domaine, commentant les différentes activités organisées lors de cette fête. À l'heure de la retraite, après la course, l'organisation de randonnées, en lien avec l'association culturelle de Pluerlin, a démarré. D'une dizaine de personnes en 2006 à plus de 120 cotisants cette année. Ils ont mis en place et assuré pendant ces 17 années cet accompagnement et a permis à ses adhérents de se retrouver. Liens sociaux, rencontres, accueil des personnes nouvellement pleurlinoises, bien-être de la marche et découverte des magnifiques chemins dont nous disposons sur la commune. Georges a repris l'entraînement des enfants au foot le mercredi pendant quelques années de sa retraite. Des engagements départementaux et régionaux, pendant de nombreuses années aussi, ont permis cette ouverture au monde qui permet d'apprécier ce que l'on vit localement et de penser aux autres. Enracinés dans ce milieu de vie de Pluerlin, reliés par tous ces engagements variés qu'ils ont choisis, ces 50 années ont été pour eux riches d'humanité partagée. Un grand bravo. On m'a parlé de micro, il faut que je dise quelque chose quand même, le micro, vous savez. Alors, avec une pointe d'humour quand même, moi j'ai de la chance par rapport à d'autres. Quand on a tant d'activités comme ça, on a besoin de quelqu'un à côté de moi, quoi. Hein. Alors Jean-Pierre, si Jean-Pierre a Marie-Pierre, moi j'ai mon soutien Georges à côté de moi. Il est mon soutien, Georges. Et en tout cas, c'est un soutien mutuel, petit clin d'œil au travail qu'il faisait auparavant, puisqu'il travaillait au Crédit Mutuel. Pas de publicité. Sinon, je voulais dire que 50 années de vie pluerlinoise, ça veut dire qu'on s'y est bien plu et qu'on continue à s'y plaire. On n'a pas envie de partir. Et que pendant ces 50 années, tous ces engagements ont été pour nous source de beaucoup d'entraide, de solidarité. Et vraiment, on a tissé de belles amitiés qu'on continue à vivre. Et pour nous, c'est vraiment, ça passait très vite. Et c'était de très bons moments. Donc, voilà. Je n'ai pas préparé de discours, mais je voulais dire merci pour
Merci pour tout ça. Moi, je dirais, tous ceux qu'on a fréquentés, si on a pu vous donner un peu de bonheur, un peu de joie, c'est ce qui a compté. Si on avait tout calculé, c'est vrai que c'est du bénévolat, c'est pas du malévolat. Malévolat, on met un peu d'argent. Mais là, du bénévolat, bon, voilà. On va appeler Jean-Alain, et Odile, s'il te plaît, tu peux venir par ici aussi. Et c'est Jean-Paul qui va être présent. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Jean et Odile d'être présents ce soir. Alors on voulait te remercier Jean pour tous tes engagements. Dès 18 ans, tu pars à l'armée en Allemagne. À 19 ans, tu reprends la ferme familiale, où tu élèves des génisses, puis des vaches laitières pendant toute ta carrière. Tu te maries avec Odile à 19 ans, et vous avez eu... Non, à 22 ans. Il y en a une qui suit. Tu te maries avec Odile à 22 ans, je ne vais pas te suivre comme et ils m'ont payé un coup de site dès quand je suis allé les rencontrer, donc c'est peut-être pour ça que j'ai quelques erreurs. Tu te maries avec Odile quand même? Oui, c'est bien avec Odile. Et vous avez eu 3 jolies filles dans la crèche de Quedel. Sur la ferme, le lait coule à flot, mais pas seulement. Car pour toi, Jean, ton maître mot, c'est la diversification. Tu plantes plusieurs vergers, tu fais ton cidre, ton jus de pomme, et je suppose un peu de goutte. Tu plantes aussi des kiwis. Puis dès 2009, les panneaux photovoltaïques sont installés sur les toitures. Précurseur, puisque ça fait déjà 15 ans. De plus, tu mets en valeur le bois sur la ferme et développes le maraîchage avec Odile. C'est bon. Organisé sur l'exploitation, tu peux te dégager du temps pour prendre plusieurs responsabilités. Au syndicat agricole local, à Groupama pendant plus de 15 ans, à la présidence de l'association Conservation du patrimoine, où tu réalises, entre autres, avec les copains, la crèche au pied de l'église. Puis comme tu n'es jamais fatigué, tu prends la présidence de la fête du pain, que tu remets sur les rails et crées avec les amis de nombreux jeux bretons. Au niveau sportif, comme un peu Georges Pédron, très jeune, tu fais de la compétition cycliste sur route, puis plus tard du VTT. Mais ça ne te suffit pas. Tu adores t'envoyer en l'air. Et dès 1998, tu pratiques le parapente sur les grès, et également le paramoteur jusqu'à participer au championnat de France. Odile me racontait qu'une fois il est parti de Quedel et par contre malheureusement il a perdu l'hélice. Donc, il n'est pas arrivé au bon endroit mais il est arrivé vivre. Je vous rassure, j'en reste cependant le plus souvent les pieds sur terre. C'est pourquoi, au nom de la municipalité, on voulait te dire merci pour ce que tu fais en associant bien évidemment Odile. Bon, vous m'entendez un peu? Je ne vais pas faire un discours comme Georges, je ne suis pas habitué au micro. Bon, donc, je remercie donc, la municipalité de son coffret. Et bon, si j'ai fait donc, la fête du pain, repris la fête du pain, bon, c'est un peu grâce à tout le monde, puisque ce genre de choses, on ne peut pas le faire tout seul. Donc là, j'ai passé le flambeau donc, à une équipe de jeunes qui sont dynamiques et qui vont faire de belles choses à suivre. Et je vous invite à les aider dans les démarches parce que
La fête du pain, c'est comme une image de la commune, hein, bonne image, hein, donc il faut la faire perdurer. Bon, avec le matériel qui est vieillissant, donc s'il y a qui ont l'esprit mécanique, on leur souhaite de mettre le nez dans les moteurs et tout ça pour remettre tout ça en route. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que je peux vous dire pour grand-chose? Ceux qui participent avec moi pour le patrimoine, là, c'est une activité un petit peu en sommeil, mais bon, on fait toujours quelques petits trucs. La crèche un petit peu tous les ans. L'année dernière, donc on a, avec donc la journée du patrimoine, on a remis quelques panneaux qu'Alexandre avait fabriqués il y a 20-25 ans. Donc il nous en reste encore à refaire. Je crois qu'on a un chantier que j'avais fait il y a, je ne sais plus combien de temps, peut-être une quinzaine d'années. Donc du côté de Béziers, entre Béziers et le Moulin d'Or, il y avait un pont qu'on avait refait, donc qui apparemment est en piteux état. Il fera des bras pour le refaire. Donc j'espère que la commune va refaire une journée citoyenne, donc on va en profiter de l'occasion pour remettre ça, et les promeneurs qui l'utilisent, ils pourront continuer à l'utiliser. Bon, les autres projets, donc, sur la fête du pain, ils veulent faire et remettre le défilé à l'honneur. Donc on va sans doute faire appel à tous les players linois et même les gens d'à côté qui ont du vieux matériel, hein, donc de s'inscrire. Ils vous en parleront sans doute. Hein, donc ça serait une bonne idée de refaire un défilé donc avant la fête. Bon, c'est un projet. Bon, j'espère qu'il sera mené à bon escient. Hein, donc je vous invite alors à vous accorder donc, avec eux pour faire quelque chose de bien. Je ne sais pas si j'ai autre chose à dire. Voilà, ça c'était du côté proposition et animation sur la commune. Et puis la dernière personne qu'on voudrait mettre à l'honneur ce soir, c'est notre correspondant local des infos. On va appeler Michel Le Goff. Michel, à l'heure où beaucoup auraient déjà pris une retraite, continue de suivre ce qui se passe sur Pleurlin et donc est comment je dirais, très impliqué dans la communication de la commune. Sollicité très souvent pour des photos, donc tout ce qui se passe bien sûr sur notre territoire, et ça va bien au-delà. Bonsoir à toutes et à tous. Michel. Ah oui, je suis petite, c'est vrai. Michel, en 2004, tu intègres en tant que correspondant de presse l'hebdomadaire local Les Infos du pays de Redon. Afin de couvrir l'actualité des communes du territoire, dont celle de Pluerlin, où tu réalises un de tes premiers reportages. En effet, en cette fin de mois d'août 2004, tu te rends à Bon Réconfort pour couvrir le grand événement qui est le concours annuel et communal de boules bretonnes. Ce jour-là, sans savoir qu'il est aussi le maire, tu fais la connaissance d'Alain Richard, le président de l'association. Ainsi, avec lui, tu as été de suite renseigné pour remplir ta mission et vite à l'aise. Marqué par cet accueil chaleureux, en janvier 2005, alors que tu cherches un endroit pour te loger, tu passes par la mairie et la chance te sourit car un pavillon est libre à la résidence des Genêts. Aujourd'hui, cela fait 20 ans que tu résides. Tu es toujours correspondant aux infos et toujours prêt à rendre service à ta commune. Pour ce qui concerne la communication, notamment les photos de notre bulletin municipal. On verra encore des preuves la semaine prochaine. Pour cela et ta bonne humeur, nous te remercions de participer à ce qui entretient le bon et bien vivre ensemble à Pluerlin. Merci Michel.
Ben, j'ai pas un palmarès aussi important que Georges ou Jean. Parce qu'en fait, ces 20 années, c'est plein d'anecdotes. Ça commence par Angèle, le petit mammouth, l'abbé Graillot, qui m'a un peu baptisé, surtout le dimanche après la messe. Je citerai aussi Marité, la Cour Royale, bien sûr. Et puis Annick de Payen du Café des Sports. Enfin bref, il y a plein d'anecdotes. J'ai pas préparé de discours, mais en tout cas, on est bien à Puer là. Et continuez à lire les infos. Bien, je vous proposerai de réunir tous ceux qui ont été cités ce soir. Et je vais vous inviter à vous lever et à franchir le rideau qui va s'ouvrir derrière vous pour partager le verre de la bonne année. Voilà, très bonne soirée à vous. Ah putain. Qu'est-ce que tu veux que je t'aide? Non, ça va aller? C'est bon? Ça va aller, peut-être. Ah merde.